Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des erreurs. Pourquoi est-ce que vous faites toujours les mêmes erreurs? C'est le titre de la vidéo aujourd'hui. On va parler de 3 principaux sujets. On va parler de la cyclicité des marchés et pourquoi est-ce que on a des phénomènes de cycle qui font que les marchés se répètent. Du moins les comportements humains se répètent et pourquoi est-ce qu'en réalité qu'une minorité des personnes n'en profitent que réellement. Deuxième sujet, on va parler de pourquoi est-ce que les réseaux sociaux amplifient les biais psychologiques et participent d'une manière ou d'une autre à vous faire perdre de l'argent, sauf pour ceux qui savent justement les utiliser à leur avantage. Et le troisième point, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de ne pas répéter tout un tas d'erreurs, parfois des erreurs qu'on n'a même pas conscience de faire et qui pourtant sont plus qu'évidentes. Voilà. Donc une vidéo qui est assez importante. On est aujourd'hui dans une phase de marché. Bon là j'ai mis les graphiques, mais il n'y aura pas vraiment d'analyse aujourd'hui. Je ferai justement une analyse du marché du Bitcoin, mais aussi du marché dans sa globalité dans ma prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée d'ici à peu près une semaine. Donc si vous voulez la recevoir, écoutez, comme toujours, le lien il est en description, c'est gratuit, inscrivez-vous et vous recevrez la prochaine lettre. Alors, on attaque déjà, donc les marchés, ils sont cycliques, mais on a souvent l'impression que parce qu'on dit que les marchés sont cycliques, il suffit juste de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour se dire, bon ben voilà, il va plus ou moins se passer la même chose dans le futur. Et les choses sont bien évidemment loin d'être aussi simples que ça. Il faut comprendre que les marchés sont cycliques parce que les êtres humains ne changent pas. Et c'est ça en fait qui est extrêmement important de comprendre. Les comportements humains ne changent pas. On a toujours les mêmes types de comportements qui vont réapparaître, qui vont revenir et qui vont faire qu'on a systématiquement des mouvements qui vont être plus ou moins similaires, mais qui vont tous être déclenchés, amplifiés par des facteurs qui, eux, sont totalement aléatoires et qu'on ne peut absolument pas prédire. Donc ça, il faut absolument en avoir conscience parce que sinon, en fait, la première chose qu'on fait quand on débarque un petit peu dans ce milieu, c'est qu'on commence à faire des fractales. Donc des fractales, ça veut dire qu'on va prendre ce qui s'est passé dans le passé, on va prendre des graphiques qui ressemblent plus ou moins à ce qu'on est en train d'avoir aujourd'hui et on va dire, bon ben voilà, vu qu'il s'est passé ça, il va se passer ça. Bon, alors qu'en réalité, si on comprend un petit peu les phénomènes de cycle et comment est-ce que les marchés évoluent, en fait, on se rend compte que ça vaut rien. En fait, ça vaut strictement rien. On peut jouer à pile ou face, c'est exactement pareil. On peut avoir une configuration technique similaire et au final, il peut se passer totalement l'inverse. Donc, ça n'a aucune valeur en fait de faire ça. Et déjà, pour comprendre ça, eh bien, il faut bien comprendre ces phénomènes de cycle et notamment ces comportements. Il y a grosso modo 2 types de choses qui peuvent provoquer des mouvements et des comportements sur les marchés financiers. Déjà, on va avoir tous les événements qui sont anticipés. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que les événements dont on est sûr qu'ils vont arriver et qui vont être massivement anticipés, on a justement le halving. Donc le halving du Bitcoin, c'est un événement qui est plus que anticipé à l'avance. On sait quasiment exactement quand est-ce qu'il va avoir lieu à chaque fois. On peut même déjà prédire le prochain halving qui aura lieu donc en 2028. On peut déjà savoir à peu près quand est-ce qu'il aura lieu. Donc vous voyez bien en fait que ce genre d'événement, il va tout le temps être massivement anticipé par le marché, des mois, si ce n'est même parfois des années à l'avance, parce que tout le monde sait que ça va arriver. Donc techniquement, quand on a une certitude, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, parce qu'il y a énormément d'anticipation par rapport à ces événements-là. Donc le jour où ça arrive, il ne se passe strictement rien. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui sont les mouvements qui sont beaucoup plus importants, qui peuvent être beaucoup plus violents, ça va être des mouvements de comportement spécifiques, alimentés, parfois amplifiés, par des événements totalement imprédictibles. En l'occurrence, il y en a une flopée. Là, si on prend juste tous les événements qu'il y a eu depuis quelques années, on va avoir le Covid, on va avoir la forte hausse des taux, on va avoir l'arrivée des ETF, l'évolution de la régulation, le comportement de la SEC à l'égard de la plupart des projets crypto, des effondrements de plateformes comme FTX ou d'autres types d'écosystèmes. Toutes ces choses-là provoquent des mouvements parfois conséquents sur les marchés et ils sont totalement imprédictibles.
Donc moi, ceux qui me disent qu'ils avaient prédit que le Bitcoin allait perdre, je sais pas, 60-70% en 2022, encore une fois, c'est juste des personnes qui n'ont fait qu'un scénario et qui cette fois-ci ont eu raison parce que tout simplement, il y a eu tous les événements qui ont permis d'en arriver là. Mais encore une fois, tous ces événements, ils auraient pu ne pas se produire. On aurait pu ne pas avoir de Covid, donc on aurait eu absolument aucune hausse des taux. Peut-être même qu'on n'aurait pas eu d'effondrement de plateforme et peut-être même que FTX serait toujours là et les marchés n'auraient absolument pas corrigé comme ils ont corrigé. Donc ça, il faut absolument en avoir conscience et il ne faut pas juste se dire c'est bon, je suis trop fort, j'ai réussi à deviner qu'il y aurait une grosse tendance baissière, donc je suis trop fort. Non, en fait, absolument pas. On a juste fait des scénarios. Il y en a un qui s'est produit, très bien. Mais en l'occurrence, vous comprenez bien en fait que tous ces événements-là, ils sont totalement imprédictibles. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que tout ce qui va se passer dans le futur est également totalement imprédictible. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal à le comprendre et même à l'accepter. Et il suffit en fait de voir, je m'amusais justement à regarder un petit peu, je tapais juste le mot Bitcoin sur YouTube pour regarder un petit peu, tiens, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en termes de vidéos, en termes de titres sur les vidéos, parce que je ne vais pas non plus commencer à perdre mon temps à les regarder, mais juste pour voir. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a pas mal de choses qui reviennent tout le temps, notamment la certitude. Ça veut dire le fait que j'ai l'impression que dès qu'on commence à avoir de la certitude dans des titres de vidéos, dans des miniatures, où on dit il va se passer ça, tout de suite ça attire énormément de personnes. Et ça, je n'arrive pas à le comprendre parce que c'est-à-dire qu'on a des personnes qui cherchent de la certitude, peut-être pour se rassurer, alors qu'on est dans des marchés qui sont totalement incertains. Donc ça, moi franchement, ça me fascine. Alors ok, je comprends, il y a le jeu de YouTube, on fait forcément des titres putaclic, etc., etc. Je ne perdrai pas mon temps à aller regarder ces vidéos, mais je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez certains dans leurs propos d'un Bitcoin qui va aller, alors là on en revient toujours aux fameuses prédictions qui fascinent toujours tout le monde, mais qui n'ont aucune valeur, encore une fois pour une raison simple, c'est que tous les événements qui vont conduire peut-être à un Bitcoin qui peut aller jusqu'à 150 ou 200 000 $, et bien en fait, on ne peut pas les deviner. On ne sait même pas ce que ça va être. Donc, vous imaginez bien en fait que dans ce contexte-là, on ne peut pas dire tiens, le Bitcoin va aller à 150 ou à 200 000 ou à 300 000 $. En fait, tout ça, c'est du vent. On peut donner un chiffre vraiment mais au hasard et ça a exactement la même valeur. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et malheureusement, tous ceux déjà qui cherchent de la certitude dans un marché incertain, vous êtes certain de vous foirer complètement. Voilà. Ça, c'est la première des règles de base. J'avais regardé justement donc un petit peu là, les titres des vidéos YouTube qui font le plus de vues. Donc forcément, les top altcoins, ça c'est un truc qui, même depuis que j'ai commencé YouTube, c'est un truc qui à chaque fois marche de manière vraiment parfaite. Voilà, on donne un top 5. Voilà. On met des fois 50 ou des fois 100, c'est encore mieux. Donc là, c'est incroyable parce que d'une certaine manière, ça veut dire que ces personnes-là, ils essayent de prédire déjà que uniquement certaines altcoins parmi les milliers qui existent vont être capables d'avoir des très très grosses performances. Ils vont être capables de vous dire que ça fera du x50 ou du x100 et parfois même, ils vont même vous dire quand. Ça veut dire à telle échéance de temps. C'est incroyable. Donc franchement, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent comment est-ce qu'ils font, même si je sais pertinemment qu'en fait derrière il n'y a rien du tout et que même moi un matin je pourrais faire un top 5 et je pourrais dire voilà ça fera un x20 ou un x100, personne n'ira me contredire si je dis que c'est un x20 ou un x100 peu importe et si je dis que ça arrivera dans 6 mois ou dans 12 mois, en fait tout ça c'est basé sur du vent, voilà, juste du vent, ça brasse de l'air mais c'est ce que les gens ils adorent et ça c'est incroyable parce que rappelez-vous, il faut être à l'inverse de ce que font toutes ces personnes. Ça veut dire que ceux qui cherchent à savoir quels sont les alts qui vont faire des x50, ceux qui cherchent à savoir quand est-ce que ça va arriver, déjà en fait sachez que dans la plupart des cas vous allez juste perdre votre temps et très souvent votre argent. Voilà. Moi aujourd'hui sur les marchés, j'ai plus rien à faire. Voilà. Ça fait des mois et des mois que je suis exposé au marché, j'ai ma stratégie, j'ai mon indice, j'ai rien à faire. Et ça performe tranquillement et sans avoir à gaspiller du temps, à être tout le temps là, tout le temps présent, etc. Alors ok, ça c'est une stratégie qu'on peut mettre en place dès lors qu'on a un portefeuille au moins à 6 chiffres, voire à 7 chiffres, je vous l'accorde. Mais combien de personnes aujourd'hui ont un portefeuille à 6 chiffres et ils passent leur temps à faire plein de trucs alors que in fine, on sait que c'est contre-productif et qu'il suffit d'avoir juste une stratégie qui a fait ses preuves, de la mettre en place
Et tant qu'on est dans une tendance haussière, eh bien, on reste à l'achat, point barre. Mais bon, ça, je pense que vous le savez depuis le temps que j'en parle. Donc, voilà un petit peu déjà la première des choses, c'est que les comportements humains sont imprédictibles de nature. Tous les événements qui vont les déclencher sont imprédictibles de nature. Donc, tous ceux qui font des prédictions, en fait, ce ne sont que des scénarios. Et il ne faut jamais avoir de certitude dans ce marché. Moi, il n'y a rien de pire quand j'entends des personnes qui sont limite là en train de nous dire c'est certain, le marché va exploser à la hausse, etc. Encore une fois, on n'en sait rien. Ça se trouve demain, il y aura un événement qui va faire que les marchés vont se prendre à moins 50% dans la gueule. Et là, tous ceux qui étaient un peu trop optimistes, ils vont faire que pleurer. Voilà. Ils vont chialer parce qu'ils n'auront pas prédit en fait ça. Ça, c'est pas sérieux. Ça, c'est pas être un bon investisseur. Ça, c'est juste être une personne qui joue un coup de loto. Voilà, on prend un ticket, j'ai une conviction. Au final, c'est soit j'ai raison, soit je me prends une grosse claque. Bon, ça, on peut le faire si on a un petit capital, parce qu'on peut se permettre de perdre tout son capital, c'est pas franchement dramatique, on pourra le regagner. Mais dès lors qu'on commence à avoir un capital qui devient assez important, de mon point de vue, c'est absolument pas sérieux de faire ça. Alors maintenant, le deuxième des points, on va parler un petit peu des réseaux sociaux et pourquoi est-ce qu'ils amplifient donc tout ce qui est biais psychologique et ils participent d'une manière ou d'une autre donc à vous faire perdre de l'argent, sauf pour ceux qui comprennent comment en tirer profit. Parce que bien évidemment, alors je critique souvent les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs, etc. Mais sachez une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'ils ont une importance capitale aujourd'hui pour nous. Quand je dis nous, je parle des investisseurs rentables qui font partie de la minorité qui reste rentable sur du long terme et qui vont être capables d'utiliser les médias, les influenceurs, les réseaux sociaux à notre profit. Alors encore une fois, je le répète pour pas choquer personne, on est dans un marché où il n'y a qu'une minorité qui va vraiment gagner. Voilà. Le but, c'est être dans cette minorité. Ceux qui pensent que c'est un marché de bisounours où tout le monde va gagner de l'argent, bon, je pense que vous n'avez pas compris là où vous venez en fait de mettre les pieds. Donc le but est de faire partie de cette minorité-là. Et donc il faut comprendre comment est-ce que va se comporter cette majorité et qui va être massivement influencée par réseaux sociaux, médias, influenceurs et compagnie. Et donc toutes ces personnes, ils ont un rôle à jouer. C'est extrêmement important quand même de comprendre ça. Donc les réseaux sociaux, en fait, il faut les remercier parce que ce sont des amplificateurs. Ils permettent en fait d'avoir beaucoup plus de volatilité, d'avoir des comportements humains qui vont définir en fait de ce que font les marchés, qui vont être biaisés avec des biais psychologiques qui seront encore plus amplifiés par les phénomènes de réseaux sociaux. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que plus on va avoir de personnes qui seront attirées dans ce marché de par tous ces canaux, donc les médias traditionnels, que ce soit même la télévision, les journaux, les réseaux sociaux, bien évidemment. En fait, tout ça va driver du monde dans un marché. Toutes ces personnes sont complètement débutants. Ils vont se prendre tous les biais psychologiques dans la gueule qui seront amplifiés par les phénomènes, par les réseaux sociaux. Et ce qui rend, d'une manière ou d'une autre, le marché beaucoup plus facilement prédictible. Alors, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit avant, hein, on ne peut rien prédire. Par contre, il y a des choses, quand elles commencent à se mettre en place, on peut savoir beaucoup plus ce qui va se passer. Par exemple, si on a une hausse parabolique, qui commence à y avoir une grosse montée pour le coup de retail qui commence à se jeter en fait sur les crypto-monnaies et que ça commence un petit peu à partir dans tous les sens, en fait on sait comment ça va se finir. Mal. Voilà. On sait qu'il y aura une grosse purge à un moment, principalement provoquée par des personnes comme nous, qui sommes déjà investis et qui allons justement être capables d'alléger en fait nos portefeuilles parce qu'on va commencer à voir justement ces types de comportements-là. Et donc, vous comprenez bien en fait que il participe à rendre le marché plus facile, voilà, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que je vous dis en fait que les réseaux sociaux, les influenceurs, ils font un travail qui est remarquable pour nous, qui est d'un point de vue éthique discutable, mais peu importe. Pour nous en tout cas, ils font un travail qui est remarquable. Donc également, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est quand même dans un marché où tout est sujet à interprétation. C'est-à-dire que chacun peut avoir une interprétation des choses qui sont toujours différentes. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément tort. Non, absolument pas. Si là, je vous mets, par exemple, le graphique, ce fameux graphique d'un cycle, en fait, ça, c'est un cycle typique dans lequel on a quasiment que du retail
qui en fait va grosso modo laisser parler les choses, va laisser les marchés tranquillement bouger, sans trop de personnes qui vont interagir dedans. Ça, c'est vraiment, on va dire, le scénario typique. Alors, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui sur ce qu'on va avoir, mais dans des marchés qui étaient parfaitement drivés quasiment que par du retail, très peu expérimentés, c'est le type de comportement qu'on va retrouver. Voilà. Donc la bulle classique. Voilà. Maintenant, les choses sont toujours un petit peu plus compliquées dès qu'on commence à être dans un marché où il n'y a pas que du retail, où il y aura des fonds, énormément d'algo de trading, beaucoup également d'initiés qui feront que leur comportement va un petit peu changer les choses. On l'a vu notamment en 2021-2022, le graphe n'est pas exactement pareil par rapport à ce qu'on a eu. C'est là où vous comprenez également encore une fois de plus, c'est que les choses ne se répètent pas à l'identique. Il y a des comportements qui sont similaires, mais ça n'empêche qu'on n'a pas exactement les mêmes choses. Là aujourd'hui, on pourrait très bien me dire, ok, on est dans la phase de disbelief. Voilà, donc on est dans cette phase-là. On est dans la phase d'espoir, on est en train de repartir. Certains me diront même qu'on est en phase d'optimisme. Voilà, on est déjà en train de bien repartir et c'est parti en mode bull market. Et encore une fois, tout le monde peut interpréter les choses d'une manière différente. En réalité, personne n'a raison. En fait, ceux qui auront raison, on ne le saura que bien plus tard. Mais ils ont raison, tout comme d'autres auraient pu avoir raison. Parce qu'encore une fois, tout ce qui va provoquer ce qui s'est passé ici, c'est peut-être un concours de circonstances qui fera que peut-être que demain, on partira en bull market de suite ou peut-être pas. Et encore une fois, en fait, ce qui compte, c'est pas de dire, voilà, on est là, donc moi, je me positionne en tant que tel. Non, ça, je pense que ça, c'est clairement vraiment une erreur. Et ce qui est intéressant avec les influenceurs, c'est qu'eux, ils vont également amener énormément d'incertitudes dans le sens où tout le monde aura un avis différent. Certains vont dire, on est ici, d'autres vont dire, on est là. D'autres vont carrément dire « Attention les gars, on est quasiment sur le top, un conseil, vendez ». Et donc tout ça va amener énormément de confusion et en fait la plupart des gens ils ne sauront pas quoi faire. Et donc quand on ne sait pas quoi faire, en général on fait rien de bon. Et ça encore une fois c'est bon pour nous. Pourquoi ? Parce que, je le répète encore une fois, dans la plupart des cas, les gens vont se faire massacrer dans un réseau, dans un marché comme le nôtre. Donc tout ça en fait c'est important, encore une fois, de bien le comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut définir des hypothèses, il faut définir des scénarios et il faut attendre qu'ils se produisent de manière aussi simple que ça. C'est-à-dire que ceux qui passent leur temps à essayer de prédire, encore une fois, c'est juste une énorme connerie. On ne prédit pas. En fait, même ce mot, il faudrait le proscrire. On ne prédit pas un marché, on définit des scénarios et on attend qu'ils se réalisent. Point barre. Donc, tous ceux qui font des prédictions, c'est bon à mettre à la poubelle, ça ne sert à rien parce que ça n'a aucune valeur. La seule chose qui compte, c'est faire des scénarios. Maintenant, je sais que ce que veulent les gens, en tout cas ce que veulent les débutants, c'est des prédictions. Et c'est pour ça aussi que la plupart des youtubeurs, ils jouent à ce jeu de faire des prédictions. C'est parce que c'est ce que veulent les gens, même si en réalité, ça n'a absolument aucune valeur. Donc, les réseaux sociaux vont amplifier les comportements, ce qui permet d'avoir une lecture plus facile des marchés. Grâce à quoi ? À ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, grosso modo, c'est, on va dire, l'intelligence moyenne de toutes les personnes qui vont interagir dans le marché. Plus on va se retrouver avec des personnes qui sont débutants, plus cette intelligence collective va être faible et donc plus les comportements seront facilement anticipables. Bien évidemment, je parle des comportements humains par rapport à des événements qui, eux, sont toujours imprédictibles. Mais en tout cas, les marchés seront quand même beaucoup plus faciles à lire, chose qui par contre est beaucoup plus complexe. On l'a vu par exemple en 2023. 2023 a été une année quand même beaucoup plus difficile. Ça a été beaucoup plus difficile de lire le marché, surtout sur du court terme, avec des mouvements plutôt piégeux. Dans un marché où l'intelligence collective va devenir de plus en plus faible, comme c'est ce qui est déjà en train de se produire actuellement, avec beaucoup plus d'acteurs qui vont rentrer, les choses sont un petit peu plus faciles. Je dis bien un petit peu plus facile. C'est aussi ça qui va donner parfois l'impression que c'est facile de faire du trading, c'est facile d'investir. Ça ne dure qu'un laps de temps. Bien évidemment, après, les choses vont être amenées à changer et à devenir très difficiles. Et si on n'a pas conscience de ça, tout ce qu'on a pu gagner dans une phase où l'intelligence collective était faible, on va le reperdre dès que le niveau va remonter parce qu'on ne sera pas au niveau, tout simplement. Donc, les réseaux sociaux et les médias, ils ont un rôle qui est vraiment très important là-dedans. Alors, je sais bien que peut-être que eux,
ils n'ont pas la vision que moi je peux avoir par rapport à ça, mais je ne pense pas trop me tromper en fait dans mon raisonnement. Après, encore une fois, chacun a son avis et son interprétation des choses. D'autres vont me dire qu'eux, ils sont là pour démocratiser l'accès à la blockchain et aux crypto-monnaies et à l'investissement. D'une certaine manière, ils ont raison, mais à mon avis, dans la manière dont ils le font, ça veut dire qu'ils s'adaptent à ce que veut leur audience. En fait, leur audience, ce qu'ils veulent en général, c'est pas ce qu'il leur faut. Voilà. Donc quand on leur donne des top 10 ou des top 20 d'alt qui vont aller faire des fois 100, quand on leur fait des prédictions à la con ou des conneries comme ça, en fait, toutes ces choses-là en fait, n'ont aucune importance. Mais c'est ce que veulent les gens et donc c'est ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc d'une certaine manière, en fait, ils font ce que veulent leur audience. Est-ce qu'on peut leur reprocher? Pas vraiment. Je pense qu'il faut bien être capable de différencier les influenceurs, les youtubeurs des investisseurs qui ne sont absolument pas des choses qui sont similaires. Et dès lors qu'on a été capable de faire ça, on peut être capable de faire la part des choses. Donc les réseaux sociaux amplifient également tous les effets d'annonce. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ça va être relayé dans tous les sens. Et donc tout ça, ça vient amplifier. Enfin, imaginez un monde où l'accès à l'information est extrêmement limité. Mais vous imaginez bien en fait que les impacts au niveau des marchés seront extrêmement limités. Parce que si on met beaucoup de temps à avoir accès à une information, il n'y aura pas de réaction en fait sur les marchés. En tout cas, il y en aura très très peu. Donc le fait aujourd'hui qu'il y a une information quasi immédiate, ça amplifie également énormément les mouvements, surtout les mouvements de court terme. Alors ça pour le coup, c'est une aubaine pour les traders de court terme. Mais par contre, c'est aussi très dangereux pour ceux qui sont tout le temps scotchés au graphique et qui en fait ne comprennent pas que tout ça, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Encore une fois, c'est alimenté par tous les réseaux sociaux et tous les médias qui ne vont cesser de partager toujours tout un tas d'informations. Et très souvent, de l'information qui va toujours dans le sens de ce que recherchent les gens. Ça veut dire de l'information pour aller faire des gros titres. Donc très souvent, on va aller se tendre vers beaucoup d'optimisme. Et ce qui va provoquer ensuite des excès d'optimisme de la part de beaucoup d'investisseurs avec des publications toutes ultra positives. Là, vous tapez le mot Bitcoin sur YouTube, vous verrez qu'il n'y a que des trucs extrêmement bullish. Donc forcément, en fait, ça pousse à faire du FOMO, à se dire que, attends, j'arrête pas de voir des prédictions dans tous les sens, à 150, 200 000 $. Ça me parle de bull market dans tous les sens. Donc tout le monde va s'engouffrer là-dedans. Donc c'est parfait pour nous, hein, ça fait nos affaires. Mais le problème, c'est que ça va amplifier énormément tous les biais psychologiques liés à ça. Donc ça veut dire, on va investir bien plus que ce qu'on aurait besoin, on va prendre plus de risques que ce qu'on aurait dû prendre, on va aller commencer à toucher à de l'effet de levier parce que vu que tout le monde a l'air d'être certain, forcément, moi aussi, je suis sûr de moi, donc je vais aller prendre de l'effet de levier. On va être surexposé et donc ensuite, dès qu'il y aura des phases de retournement, boum, là, ça va amplifier encore plus les mouvements à la baisse qui vont eux-mêmes être encore plus amplifiés. Déjà qu'ils le seront par l'effet de levier et une surexposition, mais ils le seront encore plus par les médias et tous ces réseaux sociaux qui vont une fois de plus amplifier tous les mouvements baissiers parce qu'ils vont commencer là à titrer des choses extrêmement négatives, des grosses bougies rouges, même si très rarement on partage les pertes. Ça pour le coup, je vois vraiment quasiment jamais des personnes qui partagent des pertes. C'est toujours que des gains. Et donc ça, encore une fois, ça amplifie ce phénomène de tout le monde gagne de l'argent. Donc, il faut que j'aille là-dedans, il faut que je prenne du risque, beaucoup de risques. Voilà. Donc, tout ça, ça amplifie énormément, encore une fois, les mouvements, ce qui les rend, encore une fois, un petit peu plus prédictibles que si on était dans un marché avec une intelligence collective bien plus élevée, avec des personnes qui sont avisées et qui vont justement pas du tout réagir de manière excessive et qui sont capables de gérer correctement leur biais psychologique. Donc heureusement, d'une certaine manière, que tout le monde n'est pas comme ça, sinon ce serait très difficile sur les marchés. Et donc, je terminerai en fait par rapport à ça, parce que moi, ça me fascine toujours de voir des influenceurs. J'insiste toujours sur le fait de dire qu'ils sont influenceurs, qu'ils ne sont pas investisseurs, parce que la plupart des personnes qui vous parlent en fait dans les médias, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, sur n'importe quel type de réseau social, moi ce qui me fascine toujours, c'est que ces personnes-là en fait sont celles qui prennent le moins de risques. Ça veut dire que tous les influenceurs vous incitent systématiquement à prendre du risque. Alors oui, je sais, c'est pas du conseil en investissement, mais en soi, ça l'est. Hein. Quand on parle d'un projet, 99,9% des gens qui vont écouter, c'est pour acheter. Voilà, il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Et donc, ces personnes-là, ils poussent toute leur audience à investir parfois dans des projets complètement foireux,
mais eux-mêmes ne le font pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt de le faire, vu qu'ils gagnent de l'argent par l'affiliation et par les vidéos sponsorisées. C'est un métier qui est magnifique. C'est-à-dire qu'ils poussent les gens à prendre du risque, eux-mêmes ils n'en prennent pas. Et ça dure. Ça dure parce qu'il y a des youtubeurs, même en France, qui sont là depuis le début, qui sont aujourd'hui des très très gros youtubeurs, qui ont fait leur fortune, non pas en investissant dans les crypto-monnaies, mais grâce à des vidéos sponsorisées, grâce à l'affiliation. Je ne parle pas de la pub YouTube qui ne rapporte rien, alors qu'eux-mêmes ne prennent pas de risque, mais par contre, ils poussent leur audience à en prendre de manière démesurée parfois. Donc c'est quand même un métier qui est fascinant et c'est pour ça que je parlais d'une certaine éthique au début de la vidéo parce que moi je trouve ça très peu éthique. Au final, limite d'envoyer au casse-pipe son audience, mais de s'en mettre plein les poches sans prendre de risque. En tout cas, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui veulent faire le métier d'influenceur. Parce qu'en fait, ça permet de parler de la crypto, de dire aux gens ce qu'il faut faire, de parler en fait de projets crypto sans avoir à prendre de risques. Et on peut gagner plein d'argent. Donc c'est franchement, en tout cas, on ne peut pas leur reprocher le fait de vouloir le faire. Maintenant, il faut quand même en avoir conscience. Je rappelle quand même que des vidéos sponsorisées pour les plus gros youtubeurs, notamment français, ça se moyenne facile dans les 50 000 euros. Une vidéo qui prend 30 minutes. Donc vous imaginez bien en fait que quand on peut prendre un ticket à 50K en faisant une vidéo de 30 minutes, on ne va pas aller s'emmerder à aller investir. Voilà. Donc ça, il faut absolument en avoir conscience. Voilà. Troisième point, et on va terminer là-dessus. Pourquoi il est aussi difficile de ne pas répéter les erreurs courantes? Alors ça déjà, il faut comprendre que le premier point là-dedans, c'est qu'il y a ce que je pourrais appeler le conditionnement. Ça veut dire que on est conditionné d'une certaine manière. C'est-à-dire que de base, on a tous une vie différente, reçu une éducation plus ou moins similaire, même si là, pour le coup, je pense qu'elle est plutôt similaire parce qu'on a tous été à l'école, on a tous reçu plus ou moins la même éducation. On est également influencé par la société en fait, dans laquelle on a évolué, dans la famille dans laquelle on a évolué. Donc ça, vous l'appelez un peu comme vous voulez, hein, c'est dans les cases qu'on a pu vous mettre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on vous a rarement mis dans la case pour devenir un investisseur. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de changer une bonne partie en fait, des choses qu'on a apprises pour être capable de correctement investir. Parce que investir égale prendre du risque. Encore une fois, moi ce qui me fascine toujours dans l'investissement, c'est qu'on passe notre temps à dire qu'il y a du risque, mais dès que les gens perdent de l'argent, en fait, ils viennent pleurer. Voilà. Moi, ça pour le coup, ça me fascine. Voilà. Les gens vont pleurer parce qu'ils ont investi sur un shitcoin et ils se sont fait scammer. En même temps, ils pensaient faire un x100. Donc j'ai envie de dire, dès lors en fait qu'on a l'espoir de faire un x100, techniquement ça veut dire qu'il y a un taux d'échec qui est extrêmement élevé. Mais ce qui est fascinant en fait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, on le voit en fait, ils n'ont pas été bien programmés. En tout cas, ils n'ont pas été bien reprogrammés plutôt. Et ils ont été bien programmés pour le coup. C'est-à-dire qu'ils refusent en fait de prendre du risque, même si on leur dit que c'est très risqué. Et ils pensent qu'ils vont toujours gagner de l'argent. Voilà. Et dès lors qu'ils perdent de l'argent, on vient pleurer. Parfois même, on va essayer en fait d'aller chercher un coupable autre que soi-même, bien évidemment. Soit c'est un influenceur, soit c'est le projet. Donc forcément, ensuite, il y aura carrément des personnes qui vont aller porter plainte, etc. Moi, ça me fascine toujours en fait de voir ça parce que indirectement, ces personnes-là, ils ont investi pour gagner beaucoup d'argent. Et ils s'étonnent après de perdre du pognon. C'est incroyable. On leur a pas promis un placement à 5% par an. Hein. Non, non. On leur a produit un placement à x50 ou à x100 et après, ils viennent pleurer. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, c'est cette culture, notamment qui est en France, justement, de ne pas accepter le risque. Voilà. Et donc ça, c'est important quand même de bien le comprendre. Le risque est important, il faut l'accepter. Il faut se reprogrammer par rapport à ça parce que franchement, on ne nous a absolument pas habitués à ça, sauf si on vient d'un milieu plutôt aisé, avec des personnes qui sont peut-être déjà entrepreneurs ou investisseurs et qui là vont déjà inculquer cette culture du risque-là. Mais ça représente toujours qu'une minorité aujourd'hui. Je pense que dans la plupart des cas, vous avez tous vécu comme moi dans des familles où en fait l'investissement c'est livret A et assurance vie, un petit peu d'immobilier et basta. Et en fait la culture du risque, on ne sait même pas ce que c'est. Limite on nous parle d'action, on a peur. Voilà. Donc vous comprenez bien en fait que tout ça il faut le changer. Tout ça il faut absolument être capable de le changer, de comprendre qu'est-ce que c'est que le risque, comment est-ce qu'on le contrôle, comment est-ce qu'on le maîtrise. Et si déjà on ne fait pas ce travail-là, on est mal barré. Ensuite également, être capable de décorréler le temps avec l'argent.
Ça également, c'est important, mais sans tomber dans le panneau du casino. Parce que le problème, c'est que il y en a plein qui vont être capables de décorréler temps et argent, mais ils vont avoir tellement d'espoir qu'ils vont penser qu'ils vont gagner plein d'argent très rapidement. Ça, pour le coup, c'est encore une fois une grosse erreur. Donc c'est un peu l'extrême. C'est-à-dire que d'un côté, on arrive ou pas à décorréler cette notion de temps-argent qu'on nous a inculqué dès le début, hein, vraiment dès l'enfance, c'est travail. Il faut travailler pour gagner de l'argent. Et il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Voilà. Alors que c'est complètement faux en réalité. Enfin, en partie bien évidemment. Je ne dis pas que ceux qui gagnent beaucoup d'argent n'ont jamais travaillé, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que pour gagner beaucoup d'argent, en fait, ce qu'il faudrait plutôt dire, c'est qu'il faut être soit entrepreneur, soit investisseur. Et ce n'est pas en étant salarié qu'on va gagner de l'argent. Sauf cas exceptionnels, comme des joueurs de foot, quelques joueurs de foot, c'est même pas tous, qui eux auront des salaires, mais en réalité, c'est quelques personnes sur des millions, voire des milliards. Donc en réalité, c'est peanuts. L'entrepreneur est une personne qui va peut-être travailler durant 5 ans, 10 ans, mais qui après pourra récolter tous les fruits de son travail durant toute sa vie. Il n'aura pas besoin de retravailler autant que ce qu'il a pu travailler auparavant. C'est ça ce que je voulais sous-entendre par rapport au fait de décorréler temps et argent. Alors que si on est salarié, il faut toujours retravailler exactement pareil pour toujours gagner exactement pareil. Voilà. Donc ça, il faut également être bien capable de décorréler ça parce que dans les cryptos, on peut être parfois amené à gagner beaucoup d'argent et ça peut être très perturbant parfois. Donc vraiment, il faut être capable de comprendre ça. Ensuite, je terminerai juste sur le fait qu'également l'entourage est extrêmement important. Si on n'a pas un entourage qui est habitué à de l'investissement, en fait, ne demandez pas conseil à des personnes qui n'y connaissent rien. Ça, malheureusement, très souvent, on va demander conseil à son entourage, à ses amis qui n'y connaissent rien et qui vont forcément vous donner des mauvais avis. Voilà, encore une fois, allez demander des conseils à des personnes qui sont meilleures que vous. Si vous demandez ça à des personnes qui ne sont pas meilleures que vous, franchement, je ne vois pas trop l'intérêt. Deuxième point, les marchés jouent sur nos cordes sensibles. Donc imaginez que vous allez découvrir tout un tas d'émotions et de comportements dont vous ne suspectiez même pas que vous pourriez réagir comme ça. Pourquoi ? Parce que l'investissement sous-entend encore une fois de prendre du risque. On n'est pas habitué de prendre du risque. Donc, dès lors qu'on commence à en prendre vraiment, on va commencer à avoir des comportements auxquels on n'était pas forcément habitué. Tous ces comportements découlent de ce que je viens de vous dire juste avant, de votre vie, voilà, de ce qui s'est passé en fait dans votre vie, de votre éducation, de votre famille, de votre entourage. Ça peut également être des traumatismes, parfois vraiment un truc tout bête, mais qui en fait vous a traumatisé et qui pour le coup va réapparaître à chaque fois qu'il y aura des mouvements particuliers sur les marchés. Et donc tout ça, ça va jouer sur vos codes sensibles et ça vous fera faire des erreurs qui parfois vont être extrêmement difficiles à corriger. Alors, il y a des erreurs qui sont tellement flagrantes que vous allez en avoir conscience, mais d'autres qui le sont beaucoup moins. Parfois du stress qui va tout le temps se manifester, mais d'une manière plutôt discrète. Et sans pour autant s'en rendre compte, vous allez tout le temps répéter des erreurs alors que la dernière fois, vous vous étiez juré de ne pas recommencer et vous allez recommencer. Et vous allez recommencer. Et là, le problème, c'est qu'il faut être capable d'identifier ce problème-là très souvent à la source. Essayer de comprendre pourquoi. Et donc, il y a toute une remise en question sur soi-même qui est extrêmement importante lorsqu'on veut investir pour être capable de correctement contrôler ses émotions. Là, je parle de l'investissement dans les cryptos, mais en fait, dans le marché action, c'est exactement pareil. En fait, dès lors qu'il y a un petit peu de volatilité, c'est là où tout de suite, on va apprendre beaucoup mieux à se connaître. C'est sûr que si on investit sur un livret A ou une assurance vie, c'est sûr que c'est pas là-dessus qu'il y aura de la volatilité. Alors vous y gagnerez que dalle, mais pour le coup, c'est sûr qu'il n'y aura pas du tout de problème psychologique. Déjà qu'en immobilier, on a cette fausse croyance de croire que c'est plus sûr que la bourse, alors qu'en fait pas du tout. Mais encore une fois, c'est juste un manque de connaissances. Mais parce qu'on pense que c'est plus sûr, parfois également, il y a beaucoup de personnes qui investissent en immobilier et qui ne vont pas ressentir en fait tous ces problèmes-là. Mais là, c'est par manque de connaissances pures de cette classe d'actifs, qui reste une classe d'actifs qui est extrêmement risquée si on ne la maîtrise pas correctement. Voilà. Et qui peut être bien plus risquée que la bourse, par exemple. Voilà. Troisième point, la rigueur, le calme et l'humilité sont les atouts pour être capable de corriger ce que je viens de vous dire auparavant. Très souvent,
Moi, il y a un facteur que je remarque à chaque fois, c'est que la plupart des gros investisseurs que j'ai pu rencontrer, ou même de gros traders, quand je parle de gros traders, je parle de personnes qui vont gérer des sommes à plusieurs millions, dizaines voire centaines de millions, sont des personnes qui en général sont extrêmement calmes, qui sont assez humbles en général, même si parfois certains peuvent avoir également un certain ego, et ça peut quand même leur réussir, et des personnes qui en général ont beaucoup de rigueur. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il y a toujours des exceptions, bien évidemment, mais pour durer sur le long terme, je pense que ça reste quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Or, ce n'est pas ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on va se renseigner sur comment investir dans les cryptos, etc. En général, ce n'est pas la rigueur, le calme et l'humilité qui priment, c'est plutôt l'inverse. C'est l'ego, c'est l'excitation, c'est tout ce qu'il ne faut pas. Donc encore une fois, toutes ces choses-là en fait sont importantes. Alors là, on va se dire comme ça, ouais, ça sert à rien, mec, tu nous casses les couilles. Excusez-moi du langage, mais je suis sûr que c'est ce que beaucoup de personnes se disent. Et pourtant, c'est le cas. Et il suffit même de regarder en fait des personnes qui sont à des hauts niveaux, même dans des domaines qui n'ont rien à voir par rapport à l'investissement, par rapport au trading. Regardez en fait les plus grands joueurs de tennis, ils sont tous extrêmement calmes, beaucoup d'humilité. Et par contre, il y a d'autres joueurs qui sont en dessous, qui n'arrivent pas à avoir cette excellence-là et qui étrangement manquent un peu d'humilité parfois et manquent beaucoup de rigueur. Encore une fois, les choses ne s'inventent pas. Regardez les grands champions, par exemple même de MMA ou ce que vous voulez, c'est des personnes qui sont extrêmement calmes. Ce n'est pas des excités de la vie en fait. Ils ont beaucoup de rigueur et donc derrière, il y a aussi beaucoup de travail. Et donc encore une fois, les choses ne s'inventent pas. Pour exceller dans un domaine, c'est relativement rare qu'on a besoin d'avoir de l'ego et d'être un hyper excité. Voilà. En général, c'est plutôt l'inverse, surtout pour être capable de tenir, encore une fois, sur une longue période de temps. Et ensuite, donc être capable de ne pas oublier toutes les erreurs qu'on a été capable de faire. Je pense que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont la mémoire courte. Alors, sur certaines choses, ils ne l'ont pas. Quand on se fait rincer sur FTX, ça on ne l'oublie pas. Mais il y a pas mal de petites choses en fait qu'on fait et qui sont un cumul après d'erreurs qu'on n'arrive même pas à se rappeler. Et donc on les oublie et on les répète, et on les répète, et on les répète. Et donc être capable de faire un état des lieux de toutes les erreurs qui ont été faites pour ne pas les reproduire, c'est hyper important. Regardez par exemple quelques exemples. Les marchés, on le sait qu'ils ne montent pas en ligne droite. Et pourtant, à chaque fois qu'il y a des phases haussières, il y a le phénomène de FOMO qui revient. Et parfois même de personnes qui sont dans le marché depuis très longtemps. Et qui là vont se dire, oui mais cette fois-ci, est-ce que ce ne serait pas différent ? Oui mais cette fois-ci, et ils vont essayer de se rassurer, de se dire, oui je sais qu'il ne faut pas le faire, mais j'ai envie de le faire. Et vous voyez, ça c'est vraiment un phénomène qu'il faut être capable de vraiment travailler. C'est pareil quand les marchés baissent. Quand les marchés baissent, on le sait. En général, ils ne tombent pas en ligne droite. Il y aura toujours des phases de baisse, des phases de stabilisation, où là, on peut prendre un peu de recul et on peut se dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Voire même des phases de rebond. Mais combien de personnes vont paniquer dans le mouvement baissier ? Combien de personnes ? En général, énormément. Encore une fois, les marchés, ils passent plus de temps à consolider qu'à bouger. Et pourtant, dans la plupart des cas, on veut tout le temps prendre des positions quand les marchés sont en train de bouger. Alors que techniquement, il ne faut pas. Il faut attendre d'être dans des phases de stabilisation. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on sait, que je passe mon temps à rabâcher, à répéter. Et pourtant, on revoit systématiquement ces erreurs-là qui sont tout le temps reproduites. Donc ça, c'est vraiment important de faire un sacré travail là-dessus. Et je terminerai la vidéo avec un des autres problèmes aujourd'hui de notre époque, c'est l'ego, souvent surdimensionné, et notamment l'effet Dunning-Kruger. Je vous mets justement là le graphique. Donc l'effet Dunning-Kruger, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas celle-là ? C'est tout simplement en fait le fait de croire qu'on sait tout alors qu'on ne sait rien, parce que ça fait 1 an ou 2 qu'on est dans le marché crypto et on pense tout savoir. Voilà. Moi j'estime que pour être ici, c'est-à-dire dans une phase où on a vraiment un niveau d'expertise qui est élevé, j'estime qu'il faut au moins avoir 4 voire 5 ans d'expérience dans le marché crypto pour se prétendre expert en quoi que ce soit déjà. Voilà. Donc combien de personnes aujourd'hui partagent leur avis alors qu'ils sont ici ?
Et donc, encore une fois, tout ça, ça amène à beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs. Et donc, c'est extrêmement important quand on écoute des personnes, que ce soit moi ou d'autres, d'absolument se poser la question du OK, est-ce que j'écoute une personne qui est ici ou j'écoute une personne qui est ici? Et je peux vous assurer que quand on est ici, parce que moi je m'estime être ici, et non pas par ego, hein, ça fait bien plus de 5 ans pour le coup que j'investis dans les marchés et je suis toujours là. Donc ça prouve quand même des choses. Et ben on voit toutes les personnes qui sont là, voilà, qui pensent savoir, mais qui ne savent pas, ou qui savent mal, ou qui manquent d'expérience, ou qui parfois vont dire des choses qui sont vraies, mais aussi dire des conneries. Et donc ça, c'est un gros problème. Ça peut aussi être alimenté par un problème de surconfiance en soi, qui va encore une fois vous faire tout un tas de conneries. Pourquoi? Parce qu'il y aura le retour à la réalité, l'humilité ici, où vous allez en fait vous dire « Ah mais en fait non, je savais rien. Je pensais être trader, je ne le suis pas. Je pensais être investisseur, en fait non, je suis une grosse merde. » Et je pense que c'est important. En fait, toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui, ben, ils sont passés par là, hein, je vous rassure, hein, je suis passé par là. J'ai été ici à un moment, en 2015-2016, j'étais à peu près ici. Je pensais tout savoir, et notamment sur l'investissement. Et après, boum, retour à la réalité. Et après, ça prend du temps, ça prend des années pour être capable de monter. Et donc, vous, votre rôle aujourd'hui, si vous voulez être capable d'avoir les bons conseils, c'est de n'écouter en fait que des personnes qui sont ici. Et je peux vous dire qu'il y a un filtre assez conséquent à faire. Que ce soit sur YouTube, Twitter, sur tout ce que vous voulez, il y a un filtre extrêmement important à faire pour n'écouter que des personnes qui sont ici et qui sont les seuls qui vont pouvoir vous donner vraiment des bons conseils et qui vont être vraiment un game changer pour vous. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Prochaine vidéo, je vais faire une interview d'un trader, un vrai trader, pas un analyste YouTube ou des personnes qui parlent de trading mais qui ne sont pas traders. Là, je vais faire une interview d'un vrai trader qui est relativement jeune, qui est plus jeune que moi, mais qui est un trader rentable dans les cryptos depuis maintenant plusieurs années, qui gère un capital déjà plus ou moins important, surtout pour son âge. Et donc, je pense que ce sera vraiment une interview qui sera hyper intéressante. Il y aura probablement beaucoup de choses à apprendre et à partager, notamment pour ceux qui veulent vraiment faire du trading. Et c'est là où c'est important, encore une fois, d'écouter des personnes qui sont vraiment traders et qui sont ici et qui ne sont pas ici. Parce que tout le monde peut être trader à un moment ou à un autre, mais 5 ans après, en général, il y a beaucoup moins de monde. Voilà. Donc, prochaine vidéo, ce sera là-dessus. Et j'ai également prévu encore une autre vidéo où là, on parlera un petit peu plus du marché et notamment, on parlera d'Ethereum et de son écosystème. Donc, pas mal de choses à venir, en tout cas sur la chaîne. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. C'est le week-end bientôt, donc bon week-end également. Et on se dit à très vite. Bye bye.